Alors bonjour, bienvenue. Je vais aussi en profiter pour vous remercier d'être présent en aussi grand nombre. On a eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entre vous avant la présentation. C'est toujours très agréable pour nous, les planificateurs, de pouvoir échanger avec les principaux concernés, que sont les citoyens des milieux qu'on planifie et qu'on développe. On nous a demandé donc de vous préparer, de vous présenter un état des lieux, en fait, faire un peu le tour de la situation actuelle qui prévaut dans Griffintown à différents niveaux, essentiellement sur ce que c'est que le Griffintown actuellement en termes de population, de commerce, d'activité économique, d'aménagement aussi du domaine public. Donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble pour bien alimenter vos réflexions. Dans un premier temps, simplement pour vous resituer Griffintown, qui est en fait le grand territoire en bleu ici. Vous le situez, puis aussi vous le mettre en comparaison avec le territoire du Vieux-Montréal, qui est juste à l'est, simplement pour bien comprendre l'envergure de ce territoire-là qu'on a à planifier. Madame Roy a présenté tantôt en introduction un peu un historique de la planification de Griffintown. Je me permets de la remettre en contexte encore, eu égard au projet de Devimco, au PPU qu'on a développé en 2008. Le grand secteur de Griffintown, c'est en fait le territoire que vous voyez ici à l'intérieur des bandes noires. Quand on pense au PPU, Peel Wellington, et au projet Griffintown, au projet de Devimco, on ne s'adresse en fait qu'à cette partie-ci du territoire, qui a fait l'objet donc d'un exercice de planification et d'un document, un PPU, donc qui a été adopté par le conseil municipal. Il y a eu également une autre grande opération d'aménagement, de planification, en fait, dans Griffintown, l'année suivant l'adoption du PPU, Peel Wellington. C'est l'adoption de l'article 89 pour le projet que vous connaissez sans doute, des bassins du Nouveau-Havre, qui est en fait cette grande pièce de terrain ici. Donc, pour ces deux morceaux de Griffintown, la planification est considérée comme complétée. Il reste donc tout le travail à faire sur l'ensemble du territoire que Mme Roy nous a présenté, donc du boulevard Georges Vanier à l'autoroute Bonaventure et de la rue Notre-Dame au canal de la Chine. C'est donc sur ce territoire-là qu'on se penche à partir de maintenant avec vous. Et ce que je vais vous présenter, donc, ce n'est pas le fruit d'une vision de développement qui a été développée par la Ville, c'est bien un état de situation qui va nous permettre de développer cette vision-là avec vous. Donc, je tenais à faire la précision pour bien comprendre, en fait, le sens des propos qu'on va vous tenir dans le cadre de cette présentation-ci. Griffintown, c'est un quartier historique de Montréal. C'est un quartier qui a occupé une grande importance dans l'histoire de Montréal, voire même dans l'histoire du Canada. Puis il serait un peu impensable de passer à côté des grandes traces historiques que laissait ce développement-là, passer à côté de ces grandes traces-là qui sont toujours présentes dans le territoire pour faire en fait un état des lieux complet de Griffintown. Donc, je vous présente en quelques diapositives 6 grandes périodes de Griffintown et je vais surtout vous mettre en évidence des traces qui sont toujours très présentes et qui nous permettent un peu mieux de comprendre comment se fait, de quoi a l'air le territoire aujourd'hui et qu'est-ce qui fait en fait son intérêt, ses rues, son cadre bâti. Première grande période, on remonte à 1645, à la période où Montréal est encore une ville fortifiée. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en dehors de l'enceinte des fortifications du Vieux-Montréal. Sinon que vers l'ouest, il y a 2 grands chemins qui sortent du territoire pour aller contourner les rapides de la Chine et rejoindre le reste de l'île, le chemin du Haut et du Bas la Chine, qui sont en fait devenus ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la rue Notre-Dame et la rue Wellington. Il y a aussi, à cette époque-là, une petite rivière qui serpente dans le territoire, qui est en fait la rivière Saint-Pierre. Et une partie du tracé de cette rivière-là est en fait la rue William qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième grande période, de 1800 à 1845. Je vous ai parlé des rapides du canal de la Chine. On va vouloir les contourner autrement que par le réseau routier. On va donc trouver que c'est une bonne idée que d'aménager un canal pour pouvoir faire circuler des marchandises et des personnes sur l'eau plutôt que sur la route. Et c'est ce qui va donner naissance au tout premier canal de Montréal qui a été aménagé par les Sulpiciens. Et c'est en fait la trace du canal qu'on connaît actuellement, bien entendu, le long du secteur Griffintown. Autre grande pièce importante de cette période-là, c'est le lotissement. En fait, on a souvent parlé dans les consultations publiques antérieures de l'importance de la grille de rue de Griffintown, qu'on voit ici illustrée. C'est aussi à cette période-ci qu'on va planifier cette grille de rue-là. En fait, on va la planifier même avant la grille de rue de l'île de Manhattan, que tout le monde connaît, la grande grille de rue orthogonale de Manhattan. Cette grille-là est un peu l'ancêtre de la grille de New York, en fait, et c'est vraiment le premier exercice qu'a connu Montréal de tracer une grille orthogonale qu'on va ensuite répéter dans des quartiers comme le Plateau, Rosemont, etc. Cette grande grille de rue à angle droit qu'on connaît, elle a été inventée dans Griffintown et elle est toujours présente dans le paysage urbain de Griffintown avec ses rues étroites.
Donc, on a la résultante de cet exercice de planification à cette époque. Troisième période, 1845 à 1880, on a mis en place le canal, on a commencé à faire circuler des choses dessus, puis on a surtout réalisé qu'il y avait un potentiel de développement économique et industriel incroyable le long du canal. Et c'est donc à cette période-là qu'on va commencer à tracer les grands ouvrages qu'on connaît toujours aujourd'hui, le bassin Peel avec les bassins à farine ici. On a un peu l'ancêtre ici de ce que va devenir le centre de Tripostale avec ses 4 bassins. Initialement, il y avait un grand bassin qu'on a par la suite augmenté. Et il y a aussi toute la partie des écluses Saint-Gabriel qui sont en fait à la hauteur de la rue des Seigneurs et du pont des Seigneurs que vous connaissez encore aujourd'hui. On peut qualifier ce secteur-là comme un des premiers parcs industriels de l'histoire du Canada. En fait, on a voulu profiter du courant du canal de la Chine pour aménager tout un ensemble de lots à construire et à être occupés par des activités industrielles qui vont ensuite profiter de l'énergie hydraulique là, générée par le courant. Et c'est ce qui va en fait générer tout ce qu'on retrouve encore aujourd'hui aux abords des écluses, soit la Red Pat, le Building Corticelli, tous les bâtiments industriels qu'on trouve autour du pont des Seigneurs sont donc en fait issus de ce premier grand lotissement industriel lié au canal de la Chine. Donc c'est encore une pièce fondamentale dans le paysage urbain du secteur. Autre élément important à cette époque, on va aussi chercher à relier le canal au reste de la ville et on va donc tracer des grands axes routiers que sont la rue de la Montagne, la rue Guy, la rue des Seigneurs, qui vont donc permettre de relier le canal de la Chine au reste de la ville qui commence à se développer. Prochaine grande période, on continue toujours à ajouter des couches de développement sur toute la structure industrielle qu'on a mise en place. Les chemins de fer vont s'installer dans le secteur, les industries vont croître beaucoup. Et c'est à partir de cette période-ci, donc de 1880 à 1915, que les usines vont vraiment s'installer en masse dans le secteur. Certaines des usines qui vont, en fait, qui composent toujours aujourd'hui le patrimoine architectural et patrimoine bâti du canal de la Chine. On voit aussi que les ouvrages sont un petit peu mieux structurés. On voit les 4 grands bassins de l'ancien centre de Tripostale. On voit comment toute l'occupation industrielle commence à s'installer aux abords du canal et le long des rues qu'on retrouve dans Griffintown. Donc, à partir de ce moment-là, Griffintown, c'est un milieu de vie complet. Donc, on a les usines, on commence à avoir aussi de l'habitation. Donc, les ouvriers, les contremaîtres qui font vivre toutes ces entreprises-là vont loger, vont vivre, vont se déplacer dans le secteur Griffintown. Jusqu'en 1960, en fait, c'est la grande période d'apogée de la ville industrielle et c'est vraiment là que tout va s'installer, tout va se mettre en place, le quartier fonctionne à plein. Et donc, en fait, toutes les traces bâties qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le patrimoine de Griffintown sont issues de cette période. Mais c'est aussi à cette période-là qu'on va commencer à enclaver le secteur, avec entre autres le viaduc ferroviaire que vous connaissez, le viaduc du CN, qui est la limite est, en fait, du secteur Griffintown. On va commencer donc avec ce grand ouvrage-là à venir un peu enserrer le secteur. C'est une tendance qui va s'accroître avec les années 60, l'arrivée de l'autoroute Bonaventure, les grands tracés autoroutiers, l'autoroute Ville-Marie. Les entreprises ont commencé aussi à quitter Griffintown parce que c'est plus très fonctionnel du point de vue des opérations industrielles. Et on va commencer donc au cours des années 60 à perdre des bâtiments, à perdre aussi le sens de certains lieux importants comme les bassins du Nouveau-Havre qui ont en fait été remblayés à la période de la construction du métro, entre autres. On va donc perdre tout le sens, toute la présence dans le paysage de ces structures-là. Heureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a renversé la tendance et on a, entre autres, déblayé les bassins du bassin Peel, en fait, les 2 bassins à farine, au début des années 90, au moment où on a compris qu'il fallait remettre en valeur les abords du canal. Cette opération-là a été lancée. Plus près de nous, le projet des bassins du Nouveau-Havre va remettre en valeur aussi les traces de ces anciens bassins. Donc, on revient donc à récupérer ces traces du passé qui sont importantes dans le paysage de Griffintown. Avec les années 90, arrivent aussi des institutions comme l'ETS, qu'on retrouve dans la partie nord-est de Griffintown, qui vont aussi redonner un nouveau souffle en termes d'animation urbaine au secteur, avec une présence importante d'étudiants, de professeurs qui vont venir graviter un peu dans le secteur. Alors, si on se tourne maintenant vers le présent, Griffintown aujourd'hui, le premier constat qu'on peut faire, c'est que Griffintown, c'est encore une zone habitée. C'est un quartier habité. C'est un milieu de vie qui tend progressivement à redevenir,
à se compléter au-delà de la présence de quelques bâtiments résidentiels. Depuis le début des années 90, il y a en fait un retour à l'habitation dans Griffintown, un retour plus marqué, avec des projets que vous connaissez tous, comme ceux de la Launaise. L'ETS aussi, qui contribue aussi à la revitalisation du secteur par la présence de ces résidences étudiantes. Quand on regarde un peu à l'heure actuelle comment se déploie la fonction résidentielle dans Griffintown, c'est un peu le portrait. Donc, on a beaucoup d'habitations le long de la rue Notre-Dame, quelques ensembles résidentiels ici qui sont principalement les projets de la Launaise. On en retrouve aussi le long de la rue de la Montagne. Grosso modo, Griffintown habité, c'est le portrait actuel.